Drink, 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 et ça a dû marcher. Ah si, je ne l'ai pas entendu peut-être alors. Voilà, donc je vais vous parler des essentiels des pratiques agiles, de l'agilité, alors qu'on est dans l'agilité du futur. Donc je me demande si je ne me suis pas gouré de conf, puisque je vais revenir un peu à des basiques, alors qu'on essaie de se projeter dans le futur. Moi, je me dis peut-être dans le futur, il faudrait se rappeler des choses essentielles. Voilà, et si vous l'avez noté, j'ai décidé que c'était la dernière fois où je parlais dans une conférence agile. C'est un choix personnel, ça fait 17 ans que je parle. Et j'ai une belle bande d'abrutis que j'adore, qui ont foutu des moustaches partout au premier rang. Merci pour ça. Je prendrai une photo tout à l'heure. Gardez-la encore un peu. Ok, alors on va remercier bien sûr les sponsors. Sans les sponsors, vous n'auriez pas un billet à ce prix-là. Et puis vous n'aurez pas une animation assez sympa dans l'atrium, là, parce que il y a quand même plein de trucs un peu décalés. C'est très sympa. Alors, conférence aujourd'hui, je vais vous parler d'agilité, produit ou projet. Pour avoir un produit, il faut faire des projets. D'accord ? Projet début fin. Après, on a un produit qui peut vivre très très longtemps. Mais il faut faire des projets. Donc, cette session a été exclusivement préparée par l'intelligence humaine. Il n'y a rien d'IA. Mais ça va être moins bien. D'après ce que j'ai compris d'Harry, il y a vraiment des choses absolument fabuleuses. Ok, donc on va parler des projets, on va parler d'agilité projet. Je vais vous inviter à regarder l'agilité comme une innovation. D'accord ? Pourquoi pas ? Si c'est une innovation, pas toute jeune, hein, mais c'est une innovation, elle doit pouvoir suivre la courbe de Moore. Pour ceux qui ne connaissent pas la courbe de Moore, c'est une courbe qui est censée modéliser à peu près toutes les innovations. Nous avons des innovateurs qui sont à l'origine de l'innovation, des gens qui ont tout de suite envie de l'avoir. Par exemple, il y a des gens qui ont couché dehors pour avoir, il y a une petite dizaine d'années, des Google Glass. Vous savez, les lunettes Google qui envoyaient des mails avec un clignement de cils. D'accord ? Qui a des Google Glass dans la salle ? Alors qu'il y a personne, hein ? Alors qu'il y a des gens qui ont dormi, passé plusieurs nuits sur le trottoir pour être les premiers dans le magasin. Donc voilà. Donc après, il y a le chasm qui est le gouffre, voilà, qui peut faire disparaître les innovations comme les Google Glass, l'early majority, late majority. Donc je vais vous inviter à avoir cette lecture. Il est un peu austère, ce petit diagramme, hein, d'accord, on le trouve facilement sur le net. Si vous avez la chance d'avoir comme moi des potes qui savent dessiner, en particulier quelqu'un qui s'appelle Aurélien Morvan, vous avez tout de suite une courbe de mots un peu plus sympa. Et on va partir sur cette base-là avec donc tous ces gens. Alors, les innovateurs, on va parler des années 90. Okay ? Donc, il y a des gens qui se disent, est-ce qu'on ne pourrait pas faire du logiciel différemment ? Ok. Donc, ces gens-là, voilà, ils pondent un certain nombre de choses, donc des articles, des bouquins. Vous les avez à peu près, avec un petit exemple. Et voilà, ils partent de ce qu'ils ont, hein, du waterfall, du cycle en V, etc. Et puis ils essayent d'imaginer de nouveaux trucs. Ils documentent tout ça. Ok, ça, c'est les innovateurs, on va dire, dans les années 90, hein, qui arrivent. On va avoir 2001, où on commence à avoir les early adopters qui se positionnent. Les early adopters, c'est des gens qui ont vraiment envie, qui ont découvert le truc, qui étaient prêts à coucher dehors pour avoir les Google Glass. Ils ont vu l'agilité arriver, ils ont dit « Ouais, c'est génial ». Qu'est-ce qu'on leur a donné comme outil à ces early adopters ? On leur a filé un truc fabuleux, le manifeste agile. Allez bosser avec ça, en 2001. Vas-y, allez-y, gérez votre équipe, etc. Là, j'ai le manifeste agile, j'ai 4 valeurs, 12 principes. Ils sont géniaux. Hein, ça ne dit pas comment travailler à distance, encore qu'il n'y avait pas de télétravail, etc., etc. Parce qu'il n'y a pas grand-chose là-dedans. Enfin, il y a plein de trucs, mais il n'y a pas toujours comment faire. C'est pas grave, les early adopters, ils y vont. Ils imaginent des trucs, ils créent des trucs, ils s'éclatent avec ça. C'est génial. Puis arrive le chasm, le gouffre. Et en 2009, il y a une conférence, la grande conférence agile d'Amérique du Nord qui dure une semaine chaque année, donc soit aux US, soit au Canada. Il y a un monsieur qui s'appelle Lister Coburn, qui était un peu dans les innovateurs, qui a sa session et qui dit « We cross the chasm ». Ça veut dire qu'en 2009, il a considéré que, ça y est, l'agilité allait commencer à se déployer. Donc, moi je l'ai mis en 2012, j'ai un petit décalage, je pense, en France. Moi je le cale en 2012, après on peut ne pas être d'accord ou être d'accord. Cette grande conférence, elle a lieu à... D'accord, je vois votre capacité, je vais vous aider. À Chicago, tout à fait. Ok, c'est juste pour la petite histoire. Donc on arrive sur l'early majority. Alors l'early majority, elle se positionne un petit peu différemment.
Elle dit ouais, mais elle n'est pas aussi enthousiaste que les early adopters. Elle dit il faudrait vraiment quelque chose qui me soit adapté. C'est cool, parce que les early adopters, ils ont fait plein de trucs. Et il y a Christopher Webb, par exemple, qui a fait un boulot de synthèse absolument fabuleux sur tout ce qui existe dans l'agilité. Nous sommes en 2016. Hein. D'accord ? C'est un super boulot qu'a fait Christopher Webb. D'accord ? Il a regroupé, vous avez les trucs initiés, Discover, machin, les trucs où vous pouvez aller prendre les pratiques, etc. Donc c'est génial, ça s'applique à tous les cas. Il y a de tout. Chouette. Donc l'early majority, elle pioche là-dedans, elle avance. Là, on est donc 2016. On va attaquer la late majority. Alors, il y a une discussion hier, je discutais de ça avec des gens. Moi, je la mets en France en 2019. Tout le monde n'est pas d'accord. Il y a des gens qui disent on n'est pas encore dans la late majority. Bon, on peut se discuter. La late majority, elle se positionne sur l'agilité complètement différemment. Elle dit attention, je veux bien faire de l'agile, mais il faut que l'agile s'adapte à mes façons de faire. Hein ? Quand même, parce que j'ai l'habitude. Donc, on a trouvé un truc fabuleux pour la late majority, c'est dire comment faire. Alors là, il y a tout, hein. C'est tout bon. Hein. On a remis les structures verticales, on a remis les planifications en avance de phase, puisqu'on s'engage quand même à 3 mois. D'accord ? Ah ouais, on fait un vote d'engagement à la fin du PI. Oh, j'ai vu ça, j'ai adoré cet article. On fait un vote d'engagement à la fin du PI. Et parfois, c'est présenté en disant, si vous ne votez pas 4 ou 5, on repart pour 2 jours de PI. Wouhou ! 5 ! Mais ça, c'est pas chez vous, hein, c'est ailleurs, hein, bien entendu. Mais c'est bien, ça répond. La late majority, elle est super contente. En plus, avec tous les nouveaux rôles, on est capable, avec l'organisation d'avant, de recaler tous les managers et tout, ils retrouvent tout sur place. C'est cool. Ouais. Donc, ça fait 2 décennies qu'on a le manifeste agile, 2 décennies qu'on avait les innovateurs, etc. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on a créé plus de valeur et est-ce qu'on a créé plus de bien-être ? Je ne suis pas convaincu quand je regarde les entreprises aujourd'hui qui pratiquent l'agilité. Je ne suis pas complètement convaincu et je me dis, est-ce qu'elles n'auraient pas raté 2-3 trucs et ce que je vais appeler les essentiels. Et je me dis, du coup, à qui s'adresse ma session ? Alors, s'il y a des innovateurs dans la salle, ils étaient 17 ans. Voilà, j'en ai croisé il n'y a pas très longtemps à Paris. Eux, j'espère qu'ils vont confirmer que ce que je dis, c'est bien, c'est conforme avec ce qu'ils avaient imaginé. Non, pardon, ils vont me donner un feedback, bien sûr, pardon, sur ce que je fais. Les early adopteurs, j'espère que je vais les aider, parce que je vois parfois des early adopteurs qui sont un peu fatigués. agilité, et puis ils voient comment ça a été transformé, parce que les demandes ne sont pas les mêmes. Hein. La late majority, par exemple, ne demande pas la même chose que l'early majority, et encore moins que les early adopters. Donc j'espère leur confirmer qu'ils ont raison. Oui, vous avez raison, restez dans cet état d'esprit. Peut-être pour l'early majority, je vais donner du sens. Il prenait des trucs partout dans la carte de métro de Christopher Webb, mais il ne savait pas trop pourquoi. Et in fine, peut-être simplement pour la late majority, elle va peut-être découvrir des trucs, alors qu'elle pratique l'agilité depuis quelques années, mais peut-être qu'elle a raté des trucs. On va voir. Donc allons-y, voici les 10 essentiels de l'agilité, et on va essayer un petit peu de les décomposer. Alors, premier truc dans l'agilité, c'est l'empirisme. L'empirisme, c'est apprendre en faisant. On est tous d'accord, tous ceux qui font l'agilité, ils disent « ouais, c'est empirique, apprendre en faisant ». Pour faire, il faut payer. Ah non. Ah ben si, je vais être coincé. Je veux pratiquer l'empirisme, apprendre en faisant, mais ça veut dire que je fais. Et si je fais, j'ai besoin d'argent. Sauf si j'ai ChatGPT qui coûte 53 centimes. Même ça coûte 53 centimes quand même. D'accord ? Donc voilà. Et pourtant, même des gens comme Woody Zull, là, qui sont spécialistes de mob programming, ils disent, voilà, et pour tous ceux qui sont techniques dans la pièce, c'est souvent, on dit, c'est en mettant les mains dans le cambouis qu'on se aperçoit de ce qui est à faire, quoi. Avant, on a essayé d'imaginer ce qui était à faire, on avait des hypothèses, mais c'est quand on va dedans qu'on s'en rend compte. Donc, pratiquer l'empirisme, c'est très compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il faut accepter l'incertitude. On en parle. Hein. L'incertitude, c'est ça. Moi, je fais des randos, j'aime bien de plus en plus, là. Et j'ai de plus en plus de temps parce que je bosse de moins en moins. Hein. Et imaginez que vous êtes en montagne, vous êtes sur un chemin comme ça, et il y a du brouillard. Est-ce que vous rentrez chez vous, vous dites ma rando est finie, je ne vois pas le bout de la route? Non, vous avancez. Faites un pas, vous faites un autre pas, le brouillard va s'estomper et vous avancez.
Donc c'est ça, accepter l'incertitude. Ça ne veut pas dire, voilà, on avance, on voit quand même qu'on va mettre un pas, il n'y a pas un trou, il n'y a pas un gouffre, etc., etc. Donc on peut avancer, mais on ne sait pas exactement où on va. On va y aller. Donc on va accepter cette incertitude. Et donc, comme je disais, il faut financer pour pouvoir démarrer. Ça, c'est un vrai frein dans les entreprises par rapport à l'agilité. C'est réel, hein, et je comprends, hein, et c'est compliqué. Les entreprises qui sont basées sur de la finance ou des choses comme ça, qui ont besoin d'anticiper, prévoir les budgets, etc., parfois un an à l'avance ou plus, c'est super compliqué de leur dire non, non, on va faire de l'agilité, vous inquiétez pas, c'est l'empirisme. Donnez-nous de l'argent, mais vous savez pas encore ce que vous allez avoir. Non, non, mais donc je comprends que ça soit compliqué. Voilà. Puisqu'il faut commencer sans tout savoir, et donc il va falloir lâcher prise. J'avais une discussion dans la voiture en venant là avec un copain que j'amenais à Agile Grenoble, et il y avait cette discussion-là, effectivement, sur le fait de défaire et refaire. Vous avez un développeur qui a fait un bout de code, il le présente, on lui dit, c'est pas exactement ça qu'il faudrait d'un point de vue produit, il faudrait changer un truc. Sa réponse naturelle, c'est, tu aurais pu me le dire avant. C'est tout à fait logique. Je l'aurais su avant, je l'aurais fait qu'une fois, etc. Parce que je n'aime pas défaire et refaire. Nous n'aimons pas défaire et refaire. D'accord ? On a l'impression qu'on est en faute quand on défait et refait. À l'école, on ne nous a jamais appris à défaire et refaire. À l'école, chaque fois qu'on avait un truc pas bien, on avait des points en moins. Donc on est dans cette idée, alors pas forcément de perfection, mais cette idée de dès qu'on se trompe, c'est pas bien. Donc on n'aime pas défaire et refaire. Et pourtant, il va falloir. Alors, bonne nouvelle, accepter l'incertitude, c'est indispensable en agile, mais on va la piloter. Je demande effectivement de démarrer avec du lâcher-prise de l'incertitude, mais on va la piloter. L'outil ou la pratique, j'ai envie de dire, l'essentiel qui permet de piloter l'incertitude, ce sont les boucles de feedback. Ah ouais, je ne veux pas révolutionner hein, votre connaissance de l'agilité aujourd'hui, on parle des essentiels. Hein. Les boucles de feedback sont à tous les niveaux, d'accord ? J'ai mis valeur avec un S, il y a plein de valeurs, etc., d'autres choses. On peut faire des boucles de feedback sur la finance, sur l'humain, la technique, etc. Les valeurs, on peut regarder des valeurs métiers, de l'éthique, du social, la soutenabilité. Claude, hier dans sa keynote, a parlé de plein de trucs autour de ça, sur les bénéfices. Il a pu utiliser le terme bénéfice, mais on va retrouver. Donc on va la piloter avec ces boucles de feedback. Un exemple, on connaît tous. On veut faire des boucles de feedback sur la valeur métier. Donc bien sûr, on va aller voir les utilisateurs. Je ne vais pas vous demander de lever la main, ceux qui font leur démo sans les utilisateurs, hein, parce qu'on ne va pas afficher. Il y en a sûrement, d'accord ? J'ai même vu des choses absolument fabuleuses, des gens qui me disent « Ouais, on fait du Scrum, on fait notre démo au PO. » C'est bien ça aussi, la démo au PO. Le PO, il fait partie de l'équipe. D'accord ? C'est sûrement un feedback vachement utile. Il a vu au quotidien tout ce qui s'est fait, toute la réalisation. Ah ouais, il faut qu'il vienne en réunion. Hein. Enfin, il est dans l'équipe en théorie. Hein. Mais on fait du Scrum. Bref, on peut prendre l'avis des utilisateurs. Comment ? Plein de trucs. J'ai parlé des démos, c'est la technique la plus connue. Vous pouvez faire un open bar. J'ai un client, j'ai adoré ça. À un moment donné, il disait aux utilisateurs, ouais, cet après-midi, un après-midi toutes les 3 semaines, vous pouvez venir, il y a des machines, vous pouvez manipuler le produit, vous nous ferez les feedbacks, vous venez 10 minutes, vous venez 1 heure, vous venez 2 heures. En plus, il y a des coups à boire, on vous servira des petits gâteaux, etc. N'oubliez pas la fin. Du feedback, il faut peut-être un peu leur donner envie de venir. Mais voilà, pourquoi pas open bar ? Vous avez le VRP, Paul. J'ai pas appuyé sur le bon bouton. Ok. Donc voilà, et puis vous faites le VRP, le nombre de product owners, effectivement, qui prennent leurs produits sous la main et qui vont se balader, voilà, tac, 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 qui vont voir des utilisateurs, qui vont faire leur petit circuit, qui prennent les feedbacks, pourquoi pas ? En fait, on s'en fout en fait de la technique. L'essentiel, c'est prendre du feedback utilisateur sur la valeur métier. Et je vous ai dit, il y a plein d'autres choses dans la valeur métier, il n'y a pas que ça. Il faut prendre aussi des feedbacks sur l'humain, il faut prendre des feedbacks sur la finance, il faut prendre des feedbacks sur la technique, etc., etc., etc. La boucle feedback, c'est un outil pour piloter l'incertitude, puisqu'il faut partir avec de l'incertitude, mais ça fait peur, donc attention, on la pilote. C'est cool. Autre essentiel, on va prioriser. Alors, prioriser, parfois on entend prioriser, c'est renoncer. Ça ne me dérange pas, mais j'aime pas la présenter comme ça.
Mais c'est vrai que c'est faire des choix. Et moi, ce que je veux dire, j'aime bien dire, quand on priorise, c'est qu'on garantit à quelque chose d'exister. Si j'ai 5 trucs à faire, le truc que j'ai mis en 1, normalement, il sera fait. Le truc que j'ai mis en 2, probablement. C'est-à-dire, plus je les mets haut, plus je sécurise le fait que je vais avoir ce que j'ai priorisé. Tout va bien. Mais prioriser, j'ai envie de dire, c'est surtout, et je vais vous imaginez comme moi que vous adorez les saloperies là, en sucre et machin, avec de toutes les couleurs et tout là. Vous rentrez dans un magasin où il y en a 300 sortes partout, absolument partout, c'est génial. Et on vous dit, vous avez 4 minutes dans le magasin, vous n'avez rien droit d'emmener, mais vous avez le droit d'en manger autant que vous voulez. Ah, il faut prioriser. Hein. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est en fait? Prioriser là, c'est, on va accepter que quelque chose ne soit pas fait. Moi, aujourd'hui, je vois des gens qui disent, nous faisons de l'agilité, mais on veut tout. Mais j'ai priorisé. Non. Si vous priorisez l'essentiel, c'est OK, vous sécurisez ce que vous allez avoir, et puis vous acceptez. Il y a des bonbons que vous ne pourrez pas bouffer. Oui, c'est triste. Et en plus, vous les aimez. Mais ça coince. De toute façon, ça coince, on n'a pas le temps. Donc, c'est cette idée. Donc, c'est super compliqué de prioriser. On a plein de techniques différentes. Une technique que vous connaissez peut-être, le ROI, retour sur investissement. On calcule un modèle de valeur complètement abstrait. On calcule des efforts en points complètement abstraits. On divise le modèle de valeur par le modèle de points. Et on a un ROI. Ça marche. De toute façon, ce qui compte, c'est de prioriser. Votre modèle, il est ce qu'il est. Mais ça marche, pourquoi pas? Parce que, non, je ne vais pas demander non plus, vous ne pas s'afficher. Qui a un modèle de valeur explicite qui pratique dans l'agilité? D'accord. OK, vous pouvez faire les critères pondérés. Vous savez, vous allez voir vos utilisateurs. Vous faites avec un fichier Excel des trucs. Vous dites ça vaut 5, ça vaut 10, ça vaut 50. Tac, tac, tac. Donnez-moi votre avis. Voulez-vous ci, voulez-vous ça? Ça fait des calculs. Après, vous faites l'algorithme qui va bien pour donner de toute façon le résultat que vous vouliez. J'ai été PO, hein. Et tout va bien, comme ça, voilà. Vous avez bien entendu le buy feature, petit truc sympa que je fais assez souvent. Vous mettez les gens dans la pièce, vous leur donnez des billets, des agiles euros, hein, on va rester des trucs, et vous leur donnez pas assez d'argent pour tout acheter, et vous leur dites, voilà, on ne fera que ce qui a été complètement acheté. Donc ça oblige vos utilisateurs, vos métiers, s'ils viennent de différents endroits, à discuter ensemble, etc. C'est cool. Et puis vous avez une de mes techniques que je préfère, la technique du tarin, qui a été beaucoup documentée. Ouais, au pif, quoi. Mais on s'en fout. On priorise. Moi, j'avais un product owner qui était super fort. Hein. C'était priorisé, c'était nickel, ça drivait et tout. Et à chaque fois qu'on lui demandait comment tu priorises, il disait au tarin. Mais ça marche. L'essentiel, c'est de prioriser. À la limite, OK, vous n'avez pas fait la bonne priorisation, vous allez avoir quelque chose, vous aurez une boucle feedback et vous pourrez faire évoluer la suite. Ah oui, il faudra défaire et refaire. Mais ça fait partie du jeu. Voilà. Donc, en gros, il n'y a pas d'enfant dans la salle, tout va bien parce que là, je sors les gros mots. Faites comme vous voulez, mais bordel, priorisez. Alors ça, franchement, hein, le nombre d'équipes qui pratiquent Scrum et qui ne font pas ça, comme je dis, on priorise, mais on veut tout. Il y a des frameworks qui ont fait ça, je crois. OK, on a priorisé, on veut sécuriser, et en agilité, effectivement, on va dire, on va terminer. Vous êtes peut-être trop jeune pour savoir qu'il y a eu des discussions dans la communauté agile il y a une quinzaine d'années. Et il y a un concept qui est apparu, qui est le concept du fini-fini. Je ne déconne pas. Alors, quelque chose qui est... Ça, c'est un peu comme Coluche, quoi. Lave plus blanc que blanc. Blanc, je vois ce que c'est. Fini, je vois ce que c'est. Mais fini. C'est quoi la différence? D'accord? C'est à peu près la même chose. Et pourtant, c'était sérieux. Il y avait fini et fini. Par exemple, un développeur, c'est fini quand il a fini de coder. C'est pas encore testé. Donc le fini, c'est quand c'est testé. Alors là, on a le fini, c'est quand c'est déployé. Et le fini, c'est quand c'est documenté. Non, mais on rajoute un fini, c'est bon, on se démerde. Non, mais attendez, c'est sérieux, hein, c'est sérieux. Eh ben non.
En agilité, pourquoi on termine? On veut que ça soit terminé, c'est cette notion de petite victoire. On va jouer sur la motivation des gens, on espère créer ces leviers de motivation. Voilà, quand on a fini quelque chose, on crante, on avance, voilà, on voit le projet qui avance, le produit qui avance, etc. C'est cool. Donc ça, c'est l'énergie. Bien sûr, le fini, il est au plus près des utilisateurs. Arrêtez avec ces fini, quoi. Voilà. Et c'est pas négociable. Oh là 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 là. Mais c'est pas chez vous non plus. Moi, c'est dans d'autres villes où je vais. Hein. Bah, à Grenoble, je sais qu'on bosse bien en agile. Vous allez voir une équipe agile, Scrum, disons, parce que c'est la plus classique. Et vous dites aux équipiers, vous savez ce que c'est qu'un DOD? Alors, plusieurs options. Il y a le quoi, ok, ça va. Et il y a, ah ouais, le truc qu'on a écrit au début. Non, sérieux, le truc qu'on a écrit au début, quoi. Et il y a quoi dedans? Je sais pas, il faut demander au Scrum Master, qui est sûrement le plus concerné par le DOD, ce qu'il ne fait pas. Non, mais on est bien d'accord, on est complètement cohérent. Donc, c'est explicite et c'est non négociable. Donc, c'est super chiant. L'agilité, c'est super chiant. En fait, c'est super contraint. C'est pas chiant, moi j'adore ça. Mais oui, énormément de discipline. Il y a des trucs, il y a des règles à suivre, il y a un DOD et ça se négocie pas. Et bah ouais, c'est comme ça. Mais pourtant, c'est comme ça que ça avance, c'est comme ça qu'on crée de la valeur, c'est comme ça qu'on peut faire les boucles feedback, etc. Donc on a un essentiel également ici qui est terminé. Voilà, on a vu quelques essentiels en termes de pratique ou de choses comme ça. Et je vais essayer, j'espère que le son, je n'ai pas vérifié, j'espère que le son va passer. Ah, j'ai pas le son, tant pis. Moi j'ai coupé le son. Ah non, il y avait le son, je crois qu'il y avait. Voilà. Vous avez une équipe agile. Ah si. Ah si. Un objectif commun, elles bossent ensemble. Et là, il y a une phrase, je vais faire ça, voilà. Il y a une phrase que j'aime bien, qui vient, j'aime bien citer, c'est rare, mais citer des gens que je connais personnellement, c'est cool. Et Pierrick et Dorothée, je les connais personnellement depuis des années. Et, ils ont changé leur boîte, ils appellent ça les équipés. J'aime bien leur petite phrase, être équipe est un fait, faire équipe est un art. Et la notion de faire équipe est essentielle. Et là, dans cette petite vidéo, vous avez vu le Scrum Master. C'est celui qui ne fout rien. Non. Mais c'est celui, s'il n'est pas là, ça ne marche pas. S'il ne fait pas tac, 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 il ne donne pas le rythme, etc., ça ne marche pas. Et il y a même, en fait, vous avez peut-être vu, il y a 2 Scrum Masters, et puis il y en a un qui dit au bout d'un moment, tu vois, je peux même aller aider l'équipe. Pof, 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 il monte sur le truc et il saute. Donc les Scrum Masters ne font pas rien. Enfin, si, mais non. Peut-être ils ne produisent pas, mais ils sont absolument indispensables dans l'écosystème pour arriver à faire fonctionner le truc. Donc on est là. Donc on est dans cette notion d'équipe, faire équipe. Pour faire équipe, on va travailler ensemble. Travailler ensemble, eh ben, écoutez, ça demande un certain nombre de compétences. On va réaliser ensemble, tout simplement. D'accord ? On va savoir qui fait quoi. Ouais. Beaucoup de gens utilisent un outil qui s'appelle Jira, qui est très très bien. C'est un outil, hein. Un marteau, c'est très très bien. Si j'ai une vis à mettre, c'est moins bien. Mais Jira est donc un très bon outil. Ça dépend pourquoi on va l'utiliser. Jira a une fonctionnalité fabuleuse. Si vous avez déclaré les noms et les prénoms des équipiers, quand vous cliquez sur le prénom, ne s'affichent plus que les tâches de l'équipier. Oh, c'est génial, sans déconner. Quel est le bénéfice principal de cette activité? C'est de raccourcir la durée du daily Scrum. Ce qui est vachement important en termes de valeur produite. Passons le moins de temps possible en daily Scrum. Bah, parce que c'est chiant. Ah oui, je dis, bah oui, qu'est-ce que vous voulez, il y a un moment donné. Ah ouais, non, mais c'est quoi l'objectif du daily Scrum? C'est de faire fonctionner l'équipe. L'objectif du daily Scrum, c'est on avait pris un engagement, on essaie de vérifier où on en est, inspection, adaptation. Hein. L'objectif du daily Scrum, c'est de se synchroniser, de savoir qui va faire quoi, etc. Donc, si je clique que sur mon prénom Alex, que j'ai que mes tâches, déjà les autres, ils font autre chose pendant ce temps-là, c'est cool. Alors, vive maintenant le télétravail. Hein. Enfin, des daily stand-up efficaces. Quand c'est pas moi qui clique sur mon prénom, je peux faire autre chose. Mais pas vous, pas à Grenoble, c'est ailleurs qui font ça. Moi, je les ai vus dans d'autres villes. Hein. Ils sont pas cool. Hein.
À Grenoble, je sais que vous bossez bien. Ok, donc on va savoir qui fait quoi, c'est très important. Je ne peux pas aider quelqu'un si je ne sais pas ce qu'il fait. D'accord? On a besoin, pour travailler ensemble, de savoir ce qu'il fait. C'est fondamental. On va s'engager ensemble. C'est super compliqué, ça. On parle d'équipe. L'équipe, elle est collectivement responsable du succès ou de l'échec. Ouais. Alors, individuellement, j'arrive à m'engager, des fois. Avec d'autres, c'est plus difficile. Et si en plus, je ne connais pas les autres, ou très peu, ou je ne fais pas l'effort, ou du genre, on fait du télétravail, qui est une pratique excellente. Mais moi, j'ai des gens qui me disent, bon, on est une équipe, mais on ne s'est jamais vu. Ben, alors après, ça dépend. Il y a des gens qui arrivent très bien dans ce mode de fonctionnement. Moi, je n'y arriverai pas, à titre perso. J'ai besoin de voir les gens, mais pourquoi pas. Mais je me dis, jamais se voir, pendant quelques mois, d'accord. Quand on commence à avoir une année, plusieurs années, moi, je me dis, mais il y a peut-être un truc quand même, c'est bizarre. Pour se connaître, voilà, pour pouvoir s'engager avec ses partenaires, avec les autres, etc. C'est indispensable. Et on va donner aux autres. Hein. On est dans une équipe. Donc, on a cette notion d'entraide. On n'est pas tout seul. C'est pas chacun sur sa story. Hein. Toute ressemblance avec des projets que vous avez pu voir ou faire est nulle et non avenue. Et on va retrouver, sur ce que disait Catherine hier, des choses autour de la sécurité psychologique, bien entendu. Pour que cette équipe elle fonctionne, il faut que les gens se sentent bien à l'intérieur et à tout un tas de choses. Mais c'est fondamental. Donc, quelques idées, hein, quelques pratiques pour le travailler ensemble. Le truc que l'on voit le plus, effectivement, dans l'agilité, c'est le management visuel. On met les choses sur un mur, sur un board Jira. Je vous ai dit la limite peut-être du board Jira à certains moments, mais c'est cette idée-là. On va se faire des réunions régulières hein, et on va s'auto-organiser. Tout est, peu importe, vous appelez ça un daily scrum, vous appelez ça une réunion de chantier, vous appelez ça ce que vous voulez. Peu importe, de toute façon. Voilà. Et on a trouvé l'idée de cette auto-organisation, c'est d'avoir un focus court terme et on va laisser l'équipe s'auto-organiser parce qu'on pense que ça donne de l'énergie à l'équipe. Sachant que c'est rythmé par les points réguliers. Voilà, ce ne sont que des pratiques. Attention, faites la différence entre l'essentiel, c'est de constituer une équipe, et des pratiques, il y en a d'autres, j'en donne juste certaines, ce n'est pas les seules. Donc, à constituer une équipe. Pour aider l'équipe, on va essayer d'avoir du sens, à titre personnel et peut-être à titre collectif. Donc, peut-être si on travaille sur un produit, on va parler de l'utilité, du bien fondé. Voilà, Claude a été un peu direct hier en expliquant que les développeurs de la SNCF devraient peut-être un peu plus regarder des choses. Je ne dis pas que c'est facile, mais j'ai bien aimé, moi. Mais c'est effectivement l'utilité, le bien fondé de ce qu'on fait. Alors, voilà, je ne vais pas faire de métaphores difficiles, mais on n'est pas toujours. C'est vrai que ce n'est pas toujours facile de pouvoir décider, voilà, etc., etc. Mais moi, j'ai gardé le message hier en disant, mais en fait, on peut tous faire un truc, on doit se sentir concerné. Après, de dire c'est pas de ma faute parce que quelqu'un me l'a demandé, moi, voilà, c'est pas toujours facile. Mais voilà, il y a cette idée d'utilité, de bien fondé de ce que l'on fait. Et puis, à titre perso, il va falloir qu'on trouve effectivement, par rapport à nos valeurs motrices, une forme d'alignement. On en a tous, chacun d'entre nous a des valeurs motrices différentes. Et effectivement, il va falloir trouver dans ce collectif une sorte d'alignement, qu'on puisse être reconnu pour ce que l'on est, ce que l'on fait, etc., etc. Et qu'avec les autres, ça fonctionne bien. Sachant qu'on fonctionne tous différemment. Pour aider à cet alignement et ces choses-là, on a un essentiel qui est la vision. Ça a été présenté hier aussi pour ceux qui étaient là. Et on a la vision. Donc c'est un but long terme ou moyen terme. Donc moi j'appelle souvent le long terme, effectivement, c'est pourquoi on fait les choses. Donc, par exemple, il y a des gens qui sont très impliqués dans Save the Planet, dans essayer de faire des projets de ce type-là, etc., pour contribuer à faire vivre notre planète. Ça, c'est une super vision. Maintenant, pas facile de rester engagé dans le truc parce que c'est vachement loin. Donc, on va avoir des focus court terme. Un sprint en Scrum, une itération, c'est une sorte de focus court terme. C'est plus facile, nous, êtres humains, de se dire, OK, voici dans 3 semaines l'apport de valeur que je vais faire. Ça c'est concret. Et petit à petit, bien sûr, je construis mon produit. Voilà. Donc, on va alterner du focus court terme, du focus long terme. Et ça a été pas mal documenté au niveau de l'engagement des acteurs. Donc vous connaissez peut-être Locke et Latam, qui ont fait des choses autour de la définition d'objectifs avec 4 aspects. Voilà. Et je veux juste vous parler du directif que je trouve assez amusant. Vous demandez à quelqu'un de lire un texte et de vous le résumer, il y arrive.
Vous demandez à quelqu'un de lire un texte et à la fin, vous lui dites « et tu nous diras combien il y a de mots ?» Donc il vous dit 247 et vous dites « ça parlait de quoi ?» Il fait « et c'est logique. L'objectif, voilà, si c'était de compter les mots, j'ai compté les mots. J'ai lu le texte, mais j'ai compté les mots. Et j'ai oublié ce que j'ai lu. Donc un objectif est directif. Il peut complètement changer en fait le comportement et la façon de produire la valeur. Voilà. Moi, il y a un outil que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Ça, c'est 2 résultats où j'ai demandé à 2 équipes de dessiner une magnifique prairie d'été. En 60 secondes, et ils étaient 6 dans chaque équipe. Y a-t-il un dessin qui vous plaît plus que l'autre? Normalement, hein, si vous êtes normalement constitué, vous allez dire, ouais, celui de gauche, il y a une unité qui me paraît mieux, d'accord, un peu mieux, etc. Voilà. À droite, il y a quand même des fleurs dans le ciel, il y a des vaches à l'envers, d'accord. En fait, qu'est-ce que j'ai donné comme consigne? Je n'ai pas donné exactement les mêmes consignes aux 2 équipes. Toujours en 60 secondes, 6 personnes, etc. Tout le monde autour d'une seule feuille. Il y a une équipe à qui j'ai donné des consignes détaillées et une équipe où je me suis arrêté là. Cette équipe-là, elle bascule dans l'exécution. Pendant 60 secondes, on les entend. Qui prend quoi? Vous dites check quand c'est fini. J'entends check, check, check. Je prends les fleurs bleues, check. Les fleurs bleues, hop, les rayons de soleil, 11, ça compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais c'est normal. C'est le directif. Hein. Moi, j'ai un petit souci avec ça pour certains qui pratiquent. Alors là, ça va piquer pour certains peut-être. Qui pratiquent l'acceptance test driven development ou le BDD, behavior driven development, qui est une très très bonne pratique, sauf si les équipiers s'arrêtent à faire passer chacun des tests sans réfléchir au produit et à sa fonctionnalité. On est à droite. Après, à la démo, il y a un truc qui ne marche pas. L'utilisateur, il fait ben, c'est bizarre, hein, pas du tout, ça ne marche pas. Bah, c'est la faute du PO, il n'a pas fait d'acceptance test pour ça. Attends, mais vous êtes dans la même équipe et à l'intérieur de l'équipe, vous balancez les trucs. C'est la faute du PO. J'adore. Alors, ça n'arrive pas toujours et pourtant, j'insiste, hein, c'est une très bonne pratique, le BDD. Hein. Voilà, mais attention à ne pas tomber là-dessus. Donc moi, quand j'accompagne des PO, j'essaie de leur dire, ne dites pas le comment. Oh, certains équipiers détestent. Ah, c'est pas rassurant. Hein. Alors, on revient sur l'incertitude. Hein. Mais je te fais une vache et si elle ne te plaît pas, ben, je te dirai qu'elle ne me plaît pas et je te demanderai de la changer. Ben, dis-moi tout de suite la vache que tu veux. Vous voyez un peu où je reviens. C'est toujours la même idée. Voilà. Donc, on peut, attention à cette vision, attention à ce focus. Oui, ça va engager les acteurs, mais ça peut aussi avoir des résultats un peu bizarres. Et j'utilise beaucoup cet exercice pour ça. Alors, bien entendu, une fois qu'on a fait tout ça, on a travaillé en équipe. Et l'équipe, pour qu'elle fonctionne bien, il faut qu'elle s'améliore. Donc, elle va s'améliorer. Et vous connaissez un ensemble de choses à faire. Alors, la pratique, c'est par exemple la rétrospective. On parlait du Kaizen, on parlait de différentes façons de faire. Mais voilà, c'est bien entendu collectivement et régulièrement. Voici comment on avance. Et moi, j'aime bien à ce moment-là, quand je parle d'équipe, revenir à un truc que j'avais vu à Agile Toulouse il y a quelques années. Il y avait Fabien Pelouse, qui est l'ancien capitaine de l'équipe de France de rugby. Et il avait dans sa keynote, il parlait d'équipe. Alors, avec sa vision rugbystique, mais il parlait d'équipe. Et il avait un certain nombre de critères. Il dit que pour qu'une équipe fonctionne, il faut qu'il y ait de la solidarité, il faut des relations humaines. Oh, pardon, je fais ça d'abord. Il faut de l'entraide, de la confiance. Ça, tout va bien. Et il rajoutait un truc, il dit attention, ce sont des éléments qui ne sont pas quantifiables. Alors du coup, maintenant, j'ai fait déjà cette conf, quelqu'un m'a fait un feedback, attention, on peut mesurer la confiance. Si vous cherchez, il y a des façons de mesurer la confiance, il y a des gens qui ont fait de la recherche là-dessus, qui ont essayé de documenter des choses. Donc voilà, donc peut-être qu'on peut les quantifier, mais c'est vrai que ce n'est pas des choses forcément ce qu'on regarde. Dites-moi, pour ceux qui ont encore des entretiens individuels d'évaluation, ah, ça existe encore, hein. Pour ce qu'on fait de l'agile, qu'on arrête de faire les entretiens individuels d'évaluation. Regardez dans vos objectifs individuels, combien d'objectifs sont liés à ça? Peu, parfois. Et pourtant, on pourrait tout à fait avoir des objectifs individuels de contribution au collectif. Ce serait une façon de mesurer. D'ailleurs, on pourrait demander au collectif d'évaluer si moi, avec mon objectif de contribution au collectif, si j'ai réellement contribué. Une technique toute simple que vous connaissez peut-être, c'est l'entretien 360. Vous demandez aux équipiers d'évaluer les équipiers.
Mais sur certains critères, hein, voilà, ça ne se fait pas n'importe comment. Donc, on a tout ça. On a tout ça. Donc, on est sur 10 essentiels. Il n'y a rien de nouveau dans ce que je vous dis. Mon impression, c'est que parfois on les oublie. On est dans la pratique. On fait le truc qu'on nous a demandé de faire. Bah, c'est vrai que c'est moins fatigant. Pour moi, l'agilité, ça demande de réfléchir. C'est fatigant. J'ai dit chiant à certains moments parce que c'est discipliné. Oh. Voilà. Donc, en gros, quelle sera votre agilité de demain? Bah, c'est à bout, bien sûr, de la travailler. Moi, j'ai envie de dire, assurez-vous que les essentiels sont en place. Comprenez ces essentiels et les pratiques ne sont que des moyens, en fait, de mettre en place ces essentiels. Il y a plein de pratiques différentes pour un essentiel donné. D'accord? Faites vraiment ce que vous voulez, choisissez ce que vous voulez. Mais posez-vous la question, déjà, sachez pourquoi vous avez choisi l'agilité. Ça c'est encore une grosse incertitude des fois. Et puis, voilà, accepter des impacts. Forcément, ça va vous changer. Alors, la late majority, elle n'aime pas, mais ça va vous changer. Et voilà. Oh, je parlais de la late majority, je parlais de la courbe de Moore. Il y a des gens dont je n'ai pas parlé, là. Les retardataires. Ah oui, dans toute la courbe de Moore, il y a des lagards, quoi. Bon, bah, les lagards, c'est assez simple. Et comment dirais-je? C'est un peu ce qu'à titre personnel, je pense, de l'IA. J'espère que je vais réussir à me tirer avant que ce machin-là, que je sois obligé de l'utiliser. Voilà, c'est pour le sourire, bien entendu. Et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Et comme c'est la dernière, vous n'aurez pas droit aux questions. Et je vais faire un truc qui est pas normal. J'aimerais bien vous remercier individuellement pour toutes les personnes qui m'ont écouté ces 17 dernières années. Ça fait 17 ans que je parle dans les confs agiles. J'ai été 10 fois keynote speaker dans 10 villes différentes en France. C'est un honneur, un plaisir, ce que vous voulez. Et je vais vous remercier, vous, au nom de toutes les personnes qui m'ont vu depuis 17 ans. D'habitude, on fait des cadeaux aux orateurs. Et là, je vais faire des cadeaux aux participants. J'ai besoin des orgas pour m'aider à distribuer. Il y a une tablette de chocolat pour chacune d'entre vous. Et c'est des chocolats d'un petit artisan qui est à Saint-Georges-de-Comiers, donc qui n'est pas loin d'où j'habite. Et qui est magnifique. Changer, c'est pas le bon pays. Encore. On recommence. Et on remet le son.